Bonjour, bienvenue à cette nouvelle session. Alors, aujourd'hui, on va travailler un peu sur l'installation de HFSQL et du serveur de déploiement. Donc, pour ce faire, moi j'utilise une machine virtuelle qui est sur mon propre réseau. Donc la machine virtuelle, je fais avec VMware, donc vous pouvez faire des machines virtuelles avec VMware, VirtualBox, Hyper-V, donc ça c'est vous qui voyez. J'ai pris un serveur Windows. Vous pouvez le faire avec Linux, l'installation sera différente, mais voilà. Donc ce qu'on va voir, nous, c'est sous Windows. Alors, voilà, j'ai téléchargé, donc là je vous laisse aller sur le site de PCsoft et télécharger les dernières versions du serveur HFSQL. Donc je l'ai fait en amont parce que j'allais pas vous infliger l'attente du délai téléchargement. Donc au niveau de l'installation, en fait, il n'y a rien de très compliqué, hein. On fait suivant. Pour cette machine, vous n'oubliez pas ici de mettre un mot de passe, c'est hyper important, puisque une base de données avec le compte admin qui n'a pas de mot de passe, voilà, c'est un peu un risque de se faire pirater rapidement. Alors, sur votre machine, ici, vous voyez, donc mon serveur, il lui a donné ce nom-là, hein, ça c'est le nom de mon serveur. Le port qu'il va utiliser, c'est le 4900, la plateforme en 64 bits. Alors là, je suis sur un serveur Windows 2022. Hein. Allez, hop, on y va. Ici, si jamais il y a un petit problème au niveau de sur votre serveur, en fait, Hyperfile, il peut vous envoyer des notifications. Alors les problèmes, c'est manque d'espace, c'est des choses qui peuvent se produire, un blocage quelconque, donc vous avez un mot de passe. Un problème de connexion, enfin vous avez un mot de passe, qu'est-ce que je raconte moi? Un problème de connexion, vous avez automatiquement une alerte qui va se faire par mail. Voilà, donc moi je le renseignerai plus tard. Ici on ne travaille pas avec Active Directory, hein, je ne suis pas dans une structure ayant Active Directory, donc je fais suivant. Vous laissez le choix comme vous le voulez, moi je vais l'enlever pour cette fois-ci, et c'est parti. Donc là, il va faire une installation. Donc ça va aller relativement vite. Alors le serveur HFSQL, ben, il a pas mal d'avantages, hein. C'est qu'en fait, ben, il est compatible avec énormément d'applications. De façon native, bien sûr, avec toutes les applications de chez PCsoft, hein, mais il a beaucoup d'avantages. Vous allez voir, quand on l'intègre, c'est pas mal, hein. Une fois qu'on l'a installé avec les outils PCsoft, ça s'intègre à merveille. Et au niveau des statistiques de fonctionnement, il fonctionne très très bien. Donc il n'y a pas de gros soucis d'utilisation. Après, pour vous, toujours pareil, il faut toujours respecter, faire une indexation propre dans ces fichiers. Faut pas, voilà. Il y en a qui essayent d'optimiser, ils indexent quasiment toutes les rubriques. Bon, ça c'est pas bon, quoi. Donc si vous faites votre base de données de façon, on va dire, académique ou propre, il n'y aura aucun souci. Alors, je l'ouvre. Donc ici, à quel endroit on veut se connecter? Donc moi ici, je suis sur l'ordinateur, donc soit je mets localhost, soit je mets son adresse IP. Donc je vous rappelle, je suis dans mon réseau perso. Voilà, le mot de passe qui était mis, qui était proposé, enfin le login, mot de passe, moi j'ai remis admin, donc ne faites pas comme moi non plus. Vous faites ici mémoriser et c'est parti. Alors, comment cela fonctionne? En fait, ici, vous avez donc la gestion du serveur. Vous voyez que bon, ben, vous pouvez fabriquer des requêtes, ouvrir des requêtes, arrêter le serveur, faire une nouvelle base de données, importer une base de données, récupérer, gérer les droits d'accès, configuration du serveur. Ici, vous avez sur le tableau de bord, hop, vous avez une vision, je l'agrandis, j'espère que vous y verrez bien. Voilà, vous avez une vision relativement globale des informations les plus importantes. Donc il va, par défaut, il vous gère le cache des index, donc ça,
vous le laissez. Ici, au niveau de la mise à jour, vous pouvez configurer une mise à jour automatique. Voilà. Alors, pour vous, ce qui va vous intéresser, en fait, ici, vous voyez les utilisateurs, un utilisateur. Alors, prenez des bonnes habitudes. Le compte admin, vous mettez un mot de passe hyper fort, vous le mettez de côté et après, vous créez des utilisateurs. Et les utilisateurs, vous ne leur donnez les droits que sur les éléments nécessaires. Ne créez pas des super admins. Vous avez une base de données, vous créez votre base de données, vous créez un utilisateur pour cette base de données là, un ou plusieurs, selon les droits que vous voulez mettre. Mais faites excessivement attention de ne pas mettre trop de droits. Il y en a par fainéantise, ils laissent le compte admin, ils font tout par le compte admin. Bah, c'est un gros danger. Alors, pour faire une base, bah, c'est simple, créer nouvelle base de données. On va lui donner un nom, je vais l'appeler test SQL. Je valide. Ma base apparaît ici. Ce que je vais faire, je vais créer un utilisateur et je vais lui donner les droits d'accès à cette base. Utilisateur. Donc, ici, j'ai qu'un utilisateur. Je vais en créer un nouveau. Je vais l'appeler, pareil, test SQL. Bon, bien sûr, ça, c'est pas à faire non plus. Hein. Vous donnez un autre nom. Je lui mets un mot de passe. Je vais mettre admin. Je vais l'appeler mettre test. Voilà. Je confirme. Test. Et je crée l'utilisateur. Ok, donc vous voyez, mon utilisateur, il est là. Donc, il n'a pas la petite clé, c'est pas un super admin. Hein. Ici, cet utilisateur, maintenant, vous voyez, il est fait, il n'y a rien d'autre à faire dessus. Je vais aller sur la base, qui est là, et gestion des droits. Et je vais lui dire que, ici, test, c'est lui qui a les droits. Alors, à vous de voir les droits que vous donnez. Alors, toujours pareil, faites attention de bien vérifier les droits que vous allez poser. Si c'est quelqu'un qui doit faire, ou une application qui doit faire juste de la lecture dans un dossier, dans un fichier, vous donnez juste les droits de lecture. Si ça doit tout faire, vous donnez des droits un peu plus explicites. Alors, bon, pour le moment, moi, je vais vous montrer, on va mettre tous les droits. Je mets même des droits, enfin franchement, voilà, il faut lire, il y a des choses qui seraient pas forcément nécessaires, on peut réduire les droits. Mais là, pour l'exercice, je les mets, et vous avez vu que bien sûr, par défaut, hein, par défaut, tous les droits étaient interdits, il n'avait aucun droit. Voilà, je continue. Supprimer les données d'un fichier, les enregistrements. Allez, c'est parti. C'est peut-être la zone la plus fastidieuse, mais c'est une zone super importante à partir du moment où vous faites pas ce que je fais, quoi. Hein. On est d'accord. Vous mettez les droits, juste les droits qu'il faut, pas plus. Voilà. Hop, j'applique. Ok. Alors, maintenant, sur cette base-là, au niveau des droits, on est d'accord, il y a tous les droits pour cet utilisateur. Voilà. Si je reviens sur la gestion de l'utilisateur, ici, il n'y a rien de changé. Il n'y a rien de changé. Oui, en fait, je revenais là, je pensais trouver quelque chose, mais hop, c'était pas ici. Ok. Alors, au niveau des choses que vous pouvez faire avec le serveur aussi, hein, vous avez, une fois que vous avez créé votre base, l'utilisateur, il va falloir créer des tables, mais si je reviens ici, vous voyez qu'il y a possibilité de faire des groupes dans lesquels vous mettez vos utilisateurs, donc vous affectez les droits au groupe et tous les utilisateurs dans ce groupe hériteront des droits du groupe. Vous pouvez voir les transactions qui se font. Vous avez surtout un truc intéressant, c'est les éléments planifiés. Les éléments planifiés, ça peut être des sauvegardes que vous allez planifier à tel moment. Donc les sauvegardes, vous les déterminez ici. Vous faites votre sauvegarde. Telle base de données, je vais la sauvegarder à tel endroit. Et après, là, vous planifiez le moment où vous faites les sauvegardes. Donc ça, c'est des petites choses super intéressantes. Hein. Donc voilà,
vous regarderez, mais n'hésitez pas d'aller bien voir ce qu'il y a dedans. Alors les procédures stockées que l'on voit, donc là c'est au niveau de la base. Les procédures stockées, c'est tout ce que vous voulez enclencher quand il y a un événement qui se produit sur un élément de la base de données. Je m'explique. Par exemple, vous avez un fichier des commandes. Et quand on rajoute une commande, vous voulez faire des vérifications avant que l'ajout soit fait dans la fiche des commandes, dans le fichier des commandes. Genre, est-ce que j'ai des produits en stock? Mais en fait, toutes ces petites choses, c'est des procédures stockées. Et vous pouvez les enclencher en fonction d'événements. Donc, vous créez votre procédure sous WinDev. Vous créez une procédure donc stockée sous WinDev, donc vous allez dans l'onglet Analyse, et à l'intérieur, vous avez la possibilité de créer des procédures stockées. Vous faites vos procédures stockées, et automatiquement, elles vont s'activer. Ça peut être l'envoi d'un mail, ça peut être plein de choses, hein, à vous d'imaginer. Voilà. Donc, mais par contre, il y a un déclencheur. Le déclencheur, c'est l'événement sur la base. Vous avez des requêtes stockées, hein, les requêtes stockées pareil, hein, vous faites vos requêtes, elles sont au niveau de la base de données, ça vous évite de les faire transiter par programme. Elles y sont, vous les enclenchez, vous enclenchez la requête stockée. Voilà. Donc ça a le mérite aussi d'accélérer les processus. Voilà. Après, bon, vous avez la possibilité d'optimiser et réparer la base de données. Hein. Donc là, la base de données, il y a des fichiers à l'intérieur. Vous pouvez donc indexer, optimiser les index. Voilà. Donc ça, c'est des petites choses qu'il faut faire de temps en temps. Si jamais vous vous rendez compte qu'il y a eu beaucoup de suppressions dans la base de données, si vous supprimez un fichier, en fait, physiquement, des données, imaginez par exemple, vous avez un fichier, il y a 1 million d'enregistrements, vous avez supprimé 500 000. En fait, pour des questions de rapidité, ils ne sont pas véritablement supprimés. En fait, il y a juste un petit flag qui est sur la ligne de l'enregistrement. On imagine, vous avez un champ qui va passer, par exemple, il va y avoir un booléen qui va passer à oui pour dire que cette ligne est supprimée. Mais en fait, physiquement, elle n'est pas supprimée. Elle est juste rayée, on va dire. Voilà. Donc, en fait, votre fichier, vous pensez avoir supprimé la moitié du fichier, vous vous dites, bah, je dois avoir la moitié en volume qui a disparu. Mais non, en fait, hein, c'est voilà, les lignes sont toujours présentes, et donc dans les calculs, dans la manipulation, ben, elles sont toujours là à entraver légèrement la rapidité. Donc à un moment, vous pouvez optimiser pour supprimer les enregistrements qui ont été, pour supprimer physiquement, réellement les enregistrements qui ont été supprimés, et du coup ça régénère le fichier d'index. Donc vous pouvez gagner en termes de rapidité. Voilà. Bien, donc là, on a installé la base de données. Maintenant, ce qu'on va faire, on a installé HFSQL. Ce qu'on va faire maintenant, je vais installer le serveur Hyperfile. Alors le serveur Hyperfile, je l'ai téléchargé, il est ici. Donc, j'ai pris la version d'e-connexion du serveur, je l'extrais. Et là, on va le faire ensemble, on va faire les petites configurations de base ensemble. Et après, on fera un petit programme, on mettra en place l'étape d'après, on mettra en route tout ça. Alors, c'est parti. On accepte les termes suivants. On l'installe ici. Dans ce dossier. Ici, c'est l'endroit où il y aura les sites. Alors, on va utiliser les paramètres par défaut. Hein. Alors, vous avez le choix ici de pouvoir faire exécuter des versions antérieures à la version 27 ou de ne faire fonctionner que des versions des programmes qui ont été faits dans la version 27 de WebDev. Hein. Donc, là, on peut laisser par défaut. Hein, allez hop, je vais mettre. De toute façon, je vais le faire tout avec la version 27. Ici, on va créer un compte Windows nécessaire à l'administration. Hein. Alors, on va faire admin comme tout à l'heure. Allez. Allez, je fais comme ça. Le SAS, le SAS, on n'en a pas besoin. Ça, c'est
C'est au cas où vous voudriez louer des applications. Donc là, il y a un module d'aide en fait pour la gestion des licences. Alors, le serveur d'application, on va le prendre en français. Et suivant. Donc, ici, il va nous dire qu'il n'a pas de serveur web. Donc, à vous de choisir. Moi, par défaut, je suis sur un environnement full window, donc ça sera IIS qui va m'installer. Je suis sur un serveur, donc il va faire avec IIS. Donc là, il vérifie. Sinon, après, vous pouvez faire avec Apache, vous pouvez lancer autre chose, mais bon, voilà. Moi, voilà, je prends. Il a détecté que j'étais là-dessus, sur un serveur Windows, donc c'est parti pour IIS. Donc ça va prendre un peu de temps, le temps que ça s'installe. Donc ici, vous voyez que en arrière-plan, on a les configs qui se font. Vous voyez. Donc là, il est en train d'activer, d'installer avec PowerShell. Donc là, on a une installation qui se fait en arrière-plan. Moi, je vous conseille de le faire avec comme ceci, avec l'assistant, puisqu'il y a des petites configurations fines à faire. Si vous ne le faites pas avec l'assistant, il y a des fois des droits, des choses, on va s'en rendre compte, hein, on va le faire en direct, et il y a peut-être que à des moments il y aura des petites modifications à faire. Je ne suis pas sûr, hein, parce que je suis parti sur une machine complètement propre. J'ai installé le serveur Windows juste avant, donc il est tout propre, il n'y avait rien d'autre, hein. Donc là on fait une installation full PC Soft, il n'y a aucun autre produit dessus, hein. Donc là je pense qu'il n'y aura rien qui va entraver la bonne installation. Voilà, donc là c'est la partie la plus longue, l'installation du serveur IIS. IIS, franchement, ça marche très très bien. Donc, si vous êtes dans un environnement Windows, ne vous embêtez pas à mettre IIS. En plus, c'est très très bien intégré à l'intérieur, donc il n'y a pas de souci. Il y en a qui voient que par Apache, il n'y a pas de souci, hein. Apache c'est très bien, Nginx c'est bien aussi. Mais bon, voilà, vous êtes sur une plateforme Windows. Moi, j'aurais presque envie de dire que je garde une intégrité 100% Windows. Voilà. Je suis moins à l'abri de dysfonctionnement. C'est mon point de vue, hein. Après ça se discute. Ça se discute. Mais tant que vous êtes à utiliser, à regarder, là, ben, vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre un pouce, enfin voilà, quoi, pour mettre un petit commentaire si tout est bon, si ça va, si vous avez appris des choses, s'il y a des choses que vous aimeriez que je traite. Voilà. Donc ça, je vous laisse le faire. Et on patiente encore un peu. Du coup, j'en profiterai après. Voilà, donc étape 2. Étape 2, ben, on va créer une application web basique, hein, et une installation, et puis un test de fonctionnement. Puis après, je vous montrerai un petit peu IIS, comment on peut ajuster IIS. Alors, on continue encore un peu. Donc une fois c'est bientôt terminé, le FTP serveur, allez, on attend encore un petit peu. Alors si vous faites l'installation, je vous conseille de faire comme moi, vous installez en début Hyperfile SQL, et ensuite le serveur d'application, parce qu'il va s'intégrer, il va s'apercevoir qu'il y est, et vous allez voir, il va y avoir des choses qui seront un peu plus intégrées. Bon, après, c'est pas très grave, après vous êtes juste obligé de revenir dans le centre d'hébergement pour faire quelques petites modifications marginales, hein, mais bon, là au moins, voilà, ça s'intègre. Allez, ça touche à la fin.
Voilà. C'est terminé. Ok. Alors, on attend un petit peu. Et voici. Donc, on a la doc là. Alors, la doc, je vous conseille de la lire. Il me semble que j'avais fait un document de plusieurs 80 pages, je crois, que vous trouverez sur le site, qui expliquait en fait presque on faisait presque une installation, voilà, avec les mains dans le cambouis. C'était bien pour les anciennes versions du serveur de déploiement, mais là, à l'heure actuelle, bon, voilà. Des petits conseils tout bêtes pour accélérer les traitements. Il y a toujours des antivirus qui sont fournis avec Windows, ou vous pouvez avoir un antivirus sur votre machine. Alors, un petit conseil pour optimiser, ce que je vous conseille, moi, c'est de mettre en exclusion. Regardez, vous voyez ici, vous avez dans PC Soft, ici vous avez le serveur SQL avec les databases qui ont été créées. Je vous conseille une chose, moi, c'est de mettre ceci en exclusion, tout ce qui est dans les databases. Si vous avez du fort trafic, ce ne sont que des requêtes, hein, donc on est bien d'accord, vous n'aurez pas de virus à l'intérieur. Mais comme vous avez du trafic, les antivirus vont contrôler cette zone. Je vous conseille de le mettre en exclusion, d'accord? Ça vous permettra de gagner des fois quelques petites secondes qui peuvent être assez sympas. Alors, ici, vous voyez, on a le compte admin que j'ai créé. Alors là, je suis dans le centre de contrôle d'hébergement, hein, du WinDev de la version de déploiement. Alors, on va créer un utilisateur. Toujours pareil, on va faire... voilà. Alors, par contre, attendez. Groupe Windows. Ici, il me demande en fait de faire un groupe. Si j'ai plusieurs utilisateurs, je peux créer des groupes. Et en fait, mes utilisateurs utiliseront en fait les préférences mises pour le groupe. Alors, vous voyez là par défaut, j'ai un groupe qui a été créé. Hop, je le mets. Allez, j'applique. Nouvel utilisateur. Alors, je vais l'appeler test SQL. Mot de passe. Test. C'est parti. Ou alors est-ce que... attendez. Si j'utilisais... Non, je ne veux pas le créer là. Bon, tant pis. Je vais le créer. Je vais pas prendre celui-là. Je suis désolé, je fais les choses en même temps que vous. C'est peut-être pour ça. C'est pour ça que des fois, je fais des retours. J'ai pas de script là, donc voilà. Ce compte est un compte administrateur, donc voilà, pour le moment, on va pas le mettre en administrateur. Le serveur va me créer mes comptes Windows qui vont bien, donc je vais avoir un utilisateur test SQL qui va se faire, voilà, bon là je peux mettre quelques petites infos, le site dans lequel je vais déployer. Et vous voyez ici, il me dit dans quel site on va déployer, comment on va faire, les données elles seront où, voilà. Donc là il me prépare déjà, c'est déjà tout prêt. Allez, j'active, je laisse faire. Le nombre de connexions, 150, ça suffit largement. Et là, il me demande si je veux créer une base de données. En fait, on aurait pu, dans ce cas-là, il l'aurait recréé, vous voyez. Mais nous, on l'a déjà de créer, donc voilà. C'est pour ça que je vous disais d'installer d'abord HFSQL, c'était pour cette zone-là. Donc on ne va pas créer une base de données pour cet utilisateur-là, puisqu'en fait, on l'a déjà créé. Voilà, ici, vous laissez ceci. Là, si vous aviez un ordinateur hébergé, hein, si vous avez votre serveur sur le web et avec un DNS, ici vous mettriez le DNS du site sur lequel cet utilisateur veut accéder. Par exemple, votre site s'appelle testsql.fr, c'est ici, on dirait que chaque fois qu'il y a dans l'entête HTTP, il y a www.testsql.fr, en fait, voilà, on dirige vers ce site-là. Alors, le déploiement FTP, on va pas le faire, et c'est parti.
Alors, erreur suivante, valeur retournée, le mot de passe, ah oui, bon, bah, allez hop, précédent, on va modifier le mot de passe, il est trop court. Alors, c'était ici, mot de passe, alors, test SQL, et je pense que ce qu'il va falloir, on va mettre arrobase, je vais le noter. On va voir si CTRL C, je pense que ça va être trop court en plus. 2022. Ça c'est Windows hein, qui m'oblige à augmenter la longueur du mot de passe. Hein. Ça peut s'enlever, hein, mais pour le moment, voilà. Vous savez quoi d'ailleurs, je vais faire quelque chose qu'il ne faut pas faire. Voilà. Au cas où, ça je le retrouverai. Allez, on va voir si ça passe. Décidément. Alors, je ne sais pas ce qui manque là. C'est parce que peut-être j'ai inclus à l'intérieur le mot du dessus. Alors, test là, là. Ici, je rajoute ceci. Donc, cette fois-ci, c'est test. Arrobase 2022, point d'exclamation. Allez, suivant. Allez, on croise les doigts, voilà, c'est passé. Oui, parce qu'il ne faut pas en fait que votre mot de passe contienne le login en fait. Voilà, donc ici, test SQL, il est là. Il a été créé, l'utilisateur. On va aller voir un petit peu, général, dadada. Donc je retrouve, vous voyez les infos que j'ai mis tout à l'heure. Au niveau du déploiement, je sais que quand l'utilisateur va déployer, ben, tout va se ranger à ces endroits-là. Au niveau des applications, ben, pour le moment, il n'a rien. Au niveau, ben voilà, on est là, l'utilisateur, ok, tout va bien. C'est bon pour lui. Je voulais juste voir une chose pour la base de données. Ok, c'est bon. Là, serveur SQL, les comptes de données ici. Toc, toc, toc. Voilà, alors. On va lui mettre l'adresse du serveur. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir des serveurs sur d'autres ordinateurs. Donc c'est pour ça que par défaut, il ne propose pas celui-là. Voilà. Alors. Ok. Et donc maintenant, je pense que je peux affecter à cet utilisateur. Je peux lui affecter... Est-ce que je peux lui affecter la base de données? Toujours pas. Il y a des petites modifications. Donc du coup, pour la prochaine fois que vous allez créer un utilisateur, donc vous aurez la possibilité de lui... Par défaut, ça va lui créer une base de données sur votre serveur. Plutôt que d'avoir les fichiers inscrits de façon locale dans le répertoire données, en fait, vous aurez directement un lien qui se fera sur le serveur HFSQL. Ok, mais bon, là pour le moment, de toute façon, on n'en a pas forcément besoin. Voilà, parce qu'on va le faire à la main. Ok, donc, là maintenant, regardez ici au niveau de l'administrateur. Ici, il va vous dire s'il y a des personnes connectées sur votre site. Ici, il va vous dire l'ensemble des sites que vous hébergez, parce qu'en fait, des sites, vous pouvez en héberger énormément, il n'y a pas de souci. Des web services, les WebSockets. Ici, au niveau de la configuration, ben, vous pouvez bien sûr après faire varier, par exemple, là ici, bon, le maximum, le nombre de connexions maximales, il y en a 10, hein, puisque voilà, c'est le serveur de déploiement gratuit, donc il n'y a que 10 connexions maximum sur le serveur. Ben, sinon, voilà, vous pourrez, il n'y a pas de limite, vous augmenterez. Vous avez la possibilité de déconnecter l'utilisateur qui ne fait rien depuis 10 minutes, et ainsi de suite. Une petite chose sympa, c'est
de désactiver le spooler de mail et autoriser ça, les fonctions fcopy répertoire fichier. Si jamais par exemple vous faites en sorte que vous faites un site pour stocker des images ou stocker des documents, si cette case n'est pas faite, vous n'aurez aucun droit pour stocker. Voilà. Donc ça, voilà, je vous conseille de le faire dans le cas bien sûr où. Voilà, ici, si vous voulez bloquer votre serveur, vous faites une mise à jour et vous voulez que les utilisateurs qui sont chez eux sur le navigateur ne puissent se connecter avec qu'ils aient un petit message disant voilà, modification du site en cours, veuillez patienter, vous pouvez bloquer votre site. D'accord. Voilà, au niveau des logs, moi je vous conseille de faire des logs. Il faut tout tracer. Hein. Donc ça, c'est le log des connexions. Qui c'est qui s'est connecté de telle heure, quelle page il a vu, est-ce qu'il y avait des pages en erreur, ainsi de suite. C'est fortement conseillé. Voilà. Allez, je quitte. Donc, nous venons de faire l'installation. Ce que l'on va faire maintenant, donc je vais arrêter là, et je vais revenir sur mon ordinateur principal, et on va faire un petit site et le déployer. Voilà. Voilà, donc du coup, je vous dis à de suite, le temps que je déconnecte cette partie, et je reviens. Voilà, c'est... Hop, je reviens là, et je coupe. Voilà, donc maintenant nous allons donc créer un site web dev qui va donc juste interfacer la base de données du serveur Hyperfile SQL. Donc on va faire un truc très sommaire. Allez, on y va. On lance donc WinDev 27 et on va faire... Alors, non, je vais reprendre le processus du début. C'est parti. Alors, on va créer un projet, un site. On va créer un projet vierge, un site web dev, en mode session, donc du tout normal. Je l'appelle test SQL. Je vais le mettre dans mon dossier qui s'appelle mes sites. Voilà, c'est parti. Alors, on ne va pas utiliser le gestionnaire de sources, on laisse la charte de programmation telle qu'elle est, on se prend, allez, quelque chose, Ninja, voilà, c'est parti pour Ninja, voilà, ça on continue, et là, ce que je vais faire, je vais pas créer de base de données, on va le faire manuellement, on va faire la connexion manuellement, on va pas passer par l'assistant, c'est parti. Alors, oui... Voilà, il configure, ça y est. Donc là, on va faire une nouvelle page. On va prendre une page vierge. Voilà. Je l'appelle départ. Ok. Ici, je dis que c'est la première page du projet. Voilà. On va mettre un texte ici. Description, bonjour. Je vais vraiment, là, je fais le minimum syndical. Hein. Voilà, c'est parti. Ok, alors, maintenant ici, vous voyez, j'ai pas d'analyse. Hein. Vous le voyez ici et ici. Donc là, du coup, ce que je vais faire, je vais le brancher. Je vais brancher sur le serveur de base de données qu'on a créé tout à l'heure. Donc là, je vais lui dire qu'on va le faire du client-serveur. Alors, il me demande à quel endroit est l'ordinateur. Donc moi, 192. Vous virez localhost. Hein, hop. .168.1.66.
Bien sûr, vous êtes hébergé, vous mettez l'adresse IP de votre hébergement. Vous avez des sociétés comme Calanda qui vous proposent des serveurs HFSQL. Vous allez chez PCSoft, vous avez le service PCS Cloud qui vous permet d'héberger. Enfin, tout est préparé, hein, donc l'hébergement est prêt, la base de données elle est prête. Enfin, vous avez directement accès au serveur. À un serveur, vous créez vos bases, ainsi de suite. Donc là, nous, la seule chose que l'on va faire là, on est en auto-hébergement, donc on remet le mot de passe. Voilà, ici logiquement il va se connecter et vous voyez, ça y est, il m'a déjà détecté la base que j'avais créée tout à l'heure sur mon serveur. Voilà, c'est parti. Et là, ici le nom de la connexion, je l'appelle test SQL. Je suis en pleine inspiration aujourd'hui. C'est parti. Et voilà. Donc, là, on est d'accord. Je viens de faire un lien vers ici, sur cette base de données qui est donc hébergée. On est d'accord qu'elle est hébergée ailleurs. Je remets le mot de passe. Qu'on voie bien. Enfin, j'aurais pu cliquer directement là. Oui, je l'avais déjà de rentrer. Donc, on est d'accord, c'est vide. Allez, je reswitch ici. Donc là, je vais créer une nouvelle structure de fichier. Je vais l'appeler user. En fait, on va faire une table de connexion avec login, mot de passe. C'est tout, on va pas s'enquiquiner. Hop. Il me demande sur quelle base, sur quel serveur. Je dis c'est ici, c'est pas un local, ok. Il me propose donc ma fameuse connexion que j'ai créée. Alors bien sûr, vous voyez, il y en a plusieurs, donc en fait vous pouvez créer plusieurs connexions, hein. Il n'y a pas de souci. Là on va utiliser celle-là. Alors pour l'user, il va avoir un identifiant, il va avoir un login, texte sur 15, un mot de passe, texte sur 15, un nom et un prénom. Voilà, on va pas en faire des tonnes, hein. Ok. Donc comme je vais rechercher moi le login et le mot de passe, ce que je vais faire pour accélérer les temps de recherche, je vais faire une clé composée ici, composée des deux. Ça veut dire qu'en fait je vais indexer ces deux champs et j'aurai une recherche hyper rapide. Quand l'utilisateur va mettre son login, son mot de passe, moi je vais faire rechercher directement dans la clé composée qui sera en dessous. Donc je vais l'appeler clé. Ici, je vais dire que c'est une clé composée. Et elle est composée de quoi? Du login et du mot de passe. Voilà. Et celle-là, elle doit être unique, hein, puisqu'on ne va pas mettre deux personnes avec... on va pas mettre deux personnes de login de mot identique, enfin un login et un mot de passe, le couple identique deux fois. Hein, ça serait une aberration. Du coup, identifiant, ben, on pourrait le faire sauter. Hein. Franchement, là, ça c'est une clé, elle ne sert plus à rien, puisqu'on peut considérer que c'est notre clé composée qui va faire l'identifiant de toute cette ligne-là, enfin tout cet ensemble de données. Donc, soit vous le supprimez, soit voilà. Alors, je vais le supprimer, moi. Hop là, pardon. Je vais supprimer ceci. Êtes-vous sûr? Oui. Donc, ma clé, on est d'accord, c'est une clé unique ici, donc ça roule. Voilà. J'ai mon fichier. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est que, décidément, j'arriverai à l'agrandir. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que c'est créé sur mon serveur? Alors, d'après vous, j'entends déjà des bonnes réponses, ce n'est pas créé. Ce n'est pas créé parce que, voilà, attendez, hop, je vais faire actualiser. Parce qu'en fait, moi, mon serveur, pour moi, il n'a pas reçu d'ordre de création quelconque. Hein. Donc lui, il est là, il attend les ordres de création. Donc là, mon fichier, alors regardez la couleur, hein, quand c'est de cette couleur-là, ça indique que le fichier est distant. Si c'était un fichier local, ça serait beaucoup plus foncé, hein, ça serait dans les marrons foncés. Allez, on va faire la génération de l'analyse. Eh bien, c'est fait. Voilà. Alors,
vous vous posez la question encore, est-ce que le fait d'avoir fait la génération, on y va? Est-ce que le fait d'avoir fait la génération? Ben non, on n'a toujours pas dit qu'il fallait qu'il crée. Alors, on va le faire de suite. On va le faire créer le fichier. Comment on fait pour faire créer le fichier? En fait, c'est simple, on va aller... Alors, soit vous allez dans le code... Enfin, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans le code du projet, hein, pas dans le code de la fenêtre. Oui, c'est le mieux, hein, d'entrée de jeu. Et là, on va faire H, création si inexistant, et on dit que tous les fichiers, s'ils n'existent pas, tu les crées. Voilà. Allez, on exécute. On lance le test du projet. Donc là, hop, ça se fait, ça se met en route, et logiquement, on va avoir bonjour. Ok, mon site, il est fait. Du coup, maintenant, peut-être le coup de vérifier où il en est mon fichier. Donc là, hop, j'actualise. Et là, regardez. Ok, donc on est d'accord, je suis sur un ordinateur distant, je suis n'importe où, je suis dans le web, je suis où je veux. Mon fichier, il est là. Du coup, comme c'est distant, je peux y accéder à la fois par mon serveur web, par mon application mobile, par mon application Windows classique, hein, faite avec WinDev. Donc ce fichier-là, maintenant, il est complètement détaché, détaché du produit. Donc on commence à avoir l'universalité de l'accès aux données là. Hein. Donc pensez-y bien que là, voilà, les données, je peux y accéder avec quasiment tous les outils. Mais à l'intérieur, bon, on est d'accord, mon fichier, moi, je le prends, il est vide. Voilà. Alors, on va ressortir d'ici. Donc je sors de mon ordinateur distant, je viens sur ma page départ, et qu'est-ce qu'on va faire? On va s'amuser à remplir. Voilà. Donc, on va créer quoi? On va créer une petite page pop-up. Création, on va faire un bouton. Ici. Description. Création. Voilà. Appliquer. Ok. Et lui, on va faire ouvrir une petite page pop-up. Hein. Alors, je ne vais pas aller très loin au niveau de la conception des choses. Hein. C'est juste pour vous montrer, avec ici valider. Je vais juste vous montrer facilement comment on va rajouter des informations. Hein. Alors, code, description. Et là, hop, je valide. Appliquer. Ici, description. J'annule. Allez, tac. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les champs. Alors là, je vais faire du binding, hein, c'est-à-dire que je ne vais pas m'enquiquiner. Je prends ceci, je prends cela, jusque là. Je ne touche pas à la clé. Hein. On est d'accord. Clac. L'avantage là, c'est que ici, comme j'ai fait du binding, en fait, regardez. Vous voyez, je suis lié à user.login. J'étais à la table user.login. Là, je suis à la table user mot de passe. Enfin, je suis lié au champ qui va bien. Et là, du coup, pour enregistrer, donc ça va aller très très vite. Alors, je mets le mode Ajax. Hein, ça évite de rafraîchir tout. Hein. Je fais donc écran vers fichier. Page départ, la source. Donc, c'est ma table user. Et là, je fais un H ajoute. Hop, je ajoute user, et une fois que c'est fait, qu'est-ce que je fais? Je ferme la pop-up. Hein. Pop-up ferme, cette pop-up, voilà. Et pour le bouton annuler, on va traiter le bouton annuler, ça va être la même chose. Hein. Le bouton annuler, description, hop là, pourquoi je vais à description, code plutôt. Donc du coup, là, on va le faire ici. Hein. Pop-up ferme, pop-up sans nom. Alors pop-up sans nom, c'est pas l'idéal, mais voilà, pour moi, j'ai dit que je raffinais pas, donc pop-up. Attendez, hop. Pop-up affiche, pop-up non, ici, centré. Ok. J'ai un doute sur quelque chose, on va faire un test. J'ai juste un doute.
code. Pour savoir si je le mets là, le code. On va voir. Selon des fois où on positionne le code, ça apparaît. Voilà, vous voyez, c'est ce que je craignais. Boum, ça apparaît et ça saute. Donc je ne l'ai pas mis au bon endroit. En plus, il me le souligne en vert. Voilà. Donc là, il me dit ce que tu as fait, camarade, c'est pas nickel. Voilà, on y va. Cette fois-ci, ça sera figé. Voilà, ma pop-up, vous voyez, elle s'affiche. Donc là, mon login, ça va être, on va pas s'embêter, de nouveau, test, le nom, Baptiste, le prénom, Jean-Luc. Je valide, la pop-up se ferme. Alors là, maintenant, ce qui serait bien, allez, vous avez pigé, je vais voir ici, et là, j'actualise. Voilà, donc, j'ai fait un lien direct dans la base de données distante. Ok, donc mon site est génial. Mon site génial, il est fait. Et ce qu'on va faire, on va tenter le déploiement. Ah, ça serait peut-être sympa. Non, on va faire une petite modif encore. On va se faire un petit truc sympa là. On va faire afficher tous les logins. Donc on va pas s'enquiquiner. On va faire afficher une table. Donc, remplir la table. Afficher les données. Ici. Du fichier user. Voilà. On fait tout afficher sauf la clé. On va mettre, tiens, en premier, il met le nom. Après, il affichera le prénom. Suivant. La rubrique de parcours, c'est la clé, puisque ça sera login. Bon, enfin, bon, c'est pas grave. Avec ascenseur. Voilà, sélection, table user. Yep. C'est parti. Donc là, j'ai ma table qui est là. On réessaye. Voilà. Donc, vous voyez, ça arrive. Il y aura une petite synchro à faire, hein, parce que quand vous allez créer, il faudrait faire afficher la table au départ. Hein. Donc, c'est une fonction table affiche. Allez, pour le moment, maintenant, on va aller à ce qui nous intéresse, c'est le déploiement. Alors, comment on fait pour déployer? Générer et déployer le site. Alors, ici, il nous propose tous les éléments à déployer. Donc là, pour le moment, on prend tout ça. On déploie. La société, vous mettez ce que vous voulez. Donc, vous pouvez même rien mettre. On y va. La sauvegarde, bon, notre super projet, même s'il n'y a pas de sauvegarde, c'est pas bien grave, ça risque pas grand chose. Déployer sur un serveur d'application. Donc si vous étiez sur PS Cloud, hein, direct ici, ils ont accéléré le processus, ça va très très vite. Là ici, ben voilà, on va le faire à la mano. L'adresse de mon serveur, 192.168.1.66, comme le département dans lequel je vis. Vous vous rappelez, on a créé un compte qui s'appelle Test SQL, un compte de déploiement, hein, pas pour la base de données. Test SQL, si je ne me trompe pas. On va tester les paramètres. Boum, 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 accès refusé. Vérifier le compte. Donc là, on peut voir la réponse. Hein, voilà, j'ai pas. Ouais, j'ai dû. Je crois que je l'avais appelé que test. Bien sûr, je ne l'ai pas noté. Bah non. Toujours pas. Super. Bon ben c'est simple. Hein. On y retourne. On y retourne. Centre de contrôle d'hébergement. Les comptes utilisateurs. Général. Ah ben ouais, suis-je bête. Hop. Voilà, suivant. Et vous voyez, donc là, c'est passé, il me dit que c'est nickel. Le nom de déploiement du site, le domaine, alors bon, bien sûr, là, il n'y en a pas, hein, donc voilà, on va pas mettre de nom, c'est parti. Il nous dit exactement tout ce qu'il y a à envoyer, alors là, vous voyez, il y a 19 fichiers qui vont partir. Alors, vous vous posez des questions, vous dites comment ça, 19 fichiers, moi, j'écris qu'une page, bah, il y a plein de petits trucs derrière qui vont être montés, hein. Donc, soyez pas surpris. Modification des fichiers, bah, on n'en a pas besoin puisqu'en fait c'est en direct live, hein, les fichiers sont sur notre serveur SQL.
C'est parti. Alors, déployer sans déconnecter l'utilisateur. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est arrivée à partir de la version 25, je crois. Vous pouvez faire des déploiements, les utilisateurs sont connectés, vous déployez. Mais en fait, c'est une ruse, vous déployez dans un autre dossier et après, ça switch sur l'autre dossier. Voilà. Donc ça va vous agrandir, enfin, voilà, sachez-le, que ça va vous créer en fait une copie du premier site à côté, et puis après ça va faire une bascule. Là, pour le moment, on va pas déconnecter grand monde, donc on y va comme ça. On fait activer et supprimer la sauvegarde. On y va. Hop. Le test les logs, toujours important dans les logs. Hein. Et c'est parti. Opération en cours. Déclenchement de l'installation. Voilà. Et donc là, vous voyez, regardez, ici, vous avez l'URL qui va bien pour avoir votre site. Alors, bien sûr, je vous répète, vous auriez eu un site avec un nom de domaine, vous aviez votre nom de domaine ici. Alors, on va tester. C'est parti. Et voilà, la vie est belle. Donc là, on refait un autre truc. On va l'appeler Dupont. Et bon, test. Dupont, Jean. Je valide. Alors là, comme je vous ai dit, il n'y a pas d'affichage. Pourquoi? Parce que à la fin de la pop-up, il aurait fallu demander un réaffichage. Ici, on ne l'a pas fait. On actualise. Et voilà. J'ai mon Dupont et mon Baptiste. Ben vous voyez, ça a super bien fonctionné. Et vous voyez bien que je suis sur le 1.66. Allez, on va faire un petit tour. Donc là, on ferme. On va faire un petit tour sur le serveur. On revient ici. Voilà. On regarde. Donc là, on est d'accord. Vous imaginez, je suis à distance. Vous avez le dossier inetpub. OK. Alors, regardez bien ici. Vous voyez. Donc, la ruse. Inetpub, c'est le dossier par défaut. Le dossier par défaut, tout le monde sait que sous Windows, le dossier par défaut, c'est inetpub. Okay. Tout le monde sait que sous Linux, c'est var /3w. Du coup, s'il y a un pirate qui arrive et qui veut vous saborder votre site, lui, par défaut, il va aller chercher dans inetpub. Il voit que vous êtes sur Windows, il dit, allez hop, je vais dans inetpub, et puis je vais bien voir ce que je trouve. On imagine, il arrive à rentrer dans inetpub. Bon, déjà, le gars, il ne rentrera pas tout seul, on est bien d'accord. Hein. Mais on imagine, il est là. Ben, quand il va arriver, il va voir quoi? Il va voir cette page. Il va voir la page par défaut. OK? Donc il dit, mince, il est où ce site? Et donc la ruse, qui est pas si bête, c'est de le mettre ailleurs. Voilà. Alors moi-même, je vous conseille, en termes de cybersécurité, comme je travaille pas mal sur la cybersécurité aussi, pour éviter toute attaque, je vous conseille une chose, vous fragmentez au maximum. C'est-à-dire que le site sur un serveur, les bases de données sur un autre serveur. Essayez de faire en sorte de ne pas mettre l'ensemble des services sensibles au même endroit. Parce que là, sur votre serveur, vous avez ouvert plusieurs ports. Vous avez ouvert le port 80, le port 443 et le port 4900 pour le serveur Hyperfile SQL. 3 ports ouverts. Vous êtes sur le web, sachez qu'un ordinateur non protégé sur Internet, durée de vie à peu près 4-5 minutes. Hein. Au bout d'un moment, au bout des 4-5 minutes, il se sera fait visiter par un robot. Voilà, il y a plein de pays, de hackers dans plein de pays qui lancent des robots en permanence pour scanner les adresses IP, des plages d'adresses IP, donc en général. Et vous résisterez pas plus de 10 minutes, vous avez beaucoup de chance. Là, vous faites un point d'entrée pour plusieurs services. Moi, ce que je vous conseille fortement, les bases de données d'un côté, le site web de l'autre. Parce que là, si vous faites pirater votre site web, ça fait partie des ports les plus testés, le port 80, les 443. Le gars, il arrive à rentrer, et en plus, là, vous lui offrez sur un plateau la base de données, qui est sur un port 4900. La base de données, d'accord, c'est le centre vital. Le site, à la limite, vous le redéployez, on s'en fiche. La base de données, ben, vous faites défoncer la base de données, ben, vous n'avez plus que les yeux pour pleurer si vous n'avez pas fait de sauvegarde. Donc du coup, le site d'un côté, les datas ailleurs. Ok, sur un autre serveur, le port 4900, il n'y a que ça, et là, pour défausser l'ordinateur, ça va être beaucoup plus complexe. Ok, donc voilà, essayez ça.
Là, regardez, donc, voyez, ici, vous avez le site, vous avez test SQL. Au niveau données, il y aurait dû y avoir les données, c'est-à-dire vos fichiers, le fameux fichier user, bah, il aurait dû être là si vous n'avez pas utilisé le HFSQL. Au niveau FTP, ici, vous ne voyez que l'installation, hein. Donc là, il l'a supprimé, vous vous rappelez, on a fait supprimer la sauvegarde, tout ça. Ici, vous avez le log pour savoir tout ce qui s'est passé, donc vous pouvez l'ouvrir hein, pour voir ce qu'il y a dedans, voilà. Donc là, c'est très verbeux, ça vous dit exactement tout ce qui s'est passé. Donc au cas d'un souci, ben, vous l'avez. Alors pareil, pour les choses trop verbeuses, je vous conseille de les supprimer. Pourquoi? Alors, pas obligatoirement pour cette application-là, hein, mais si toujours on était sur la cybersécurité, vous avez donc vous avez un site en ligne hein, qui s'appelle OWASP, qui vous donne les failles, les 10 failles, le top 10 des failles sur internet hein. Et donc ils recommandent, je crois que c'est au niveau de la 6e recommandation de OWASP, ils vous disent ben évitez de faire des choses trop verbeuses et de laisser le trop verbeux à la vision de tout le monde. Alors là je rebondis dessus, mais ici le log il est pour vous, on est d'accord, donc ça va être protégé et c'est sur un dossier qui ne sera pas accessible. Mais on imagine que votre site donne des informations, genre vous n'avez pas pu accéder à la ressource qui est dans ce dossier parce que ce dossier, les droits sont pas bons. Ben là vous renseignez énormément le pirate qui voit ça. D'accord? Donc faites attention à faire des sites ou des messages d'erreur très très peu verbeux, juste pour vous le client, mais n'en dites pas trop. Donc là ici ça chagrine pas parce que les droits ne sont pas faits, et la personne n'ira pas dessus, hein, ça c'est juste pour vous. Mais je rebondissais sur voilà, j'avais la petite info qui me trottait dans la tête. Alors les web services, ça un jour on va se faire des web services, je pense la prochaine démo, ça sera sur les web services, on va se faire des web services, on va aller travailler. Donc il serait mis là. Donc là à l'intérieur, voilà, vous trouvez votre site. Et là c'est les informations, donc ici c'est les informations de départ. Et donc en fait vous avez la bibliothèque hein, pour faire tout tourner, hein, et ici vous avez le contenu en fait, hein, et la page départ, vous voyez, donc on a tout pour, voilà, là c'est le site. Alors je vais vous montrer juste une petite bricole, enfin une petite bricole, une grosse bricole, yes. Donc là, normalement, ben, tout le boulot a été fait. Attention, tout le boulot a été fait, mais il a été fait pour un site. On est d'accord hein. Voilà, vous l'avez là. Chaque fois que vous allez rajouter un site, il va se rajouter ici, 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 ici. Alors, des fois, vous serez obligé de, peut-être, je dis bien peut-être, mettre les mains dans le cambouis à ce niveau-là. Sachez que les choses, si vous hébergez pour de vrai, en fait, et pas pour de semblant, comme diraient les enfants, ben ici, il va falloir faire un lien entre mon dossier et le nom de mon site. D'accord? Donc ça sera là. Là, vous voyez que en fait, bah, ça prend. Au niveau HTTP, j'ai pas de HTTPS. Donc là, HTTPS maintenant, c'est hyper important. Donc là, vous êtes sur Internet, vous passez avec du Let's Encrypt. Alors, vous avez des outils qui vous permettent d'automatiser le certificat Let's Encrypt. Donc là, ça sera peut-être le sujet de notre TP. Donc le nom de l'hôte, c'est le nom de ma bécane. Hein. Donc là, vous acceptez tout ce qui arrive sur le port 80 de toutes les adresses IP. Voilà, donc la sécurisation, vous la mettrez en HTTPS, vous le mettrez là, donc, mais il faut faire venir des certificats, hein, donc là, il n'y a pas de mystère. Et là, vous voyez, ici, il dit que pour accéder à ce site, en fait, il faut aller dans ce dossier physique-là. Si je regarde, vous voyez où je suis? Je suis au niveau de test SQL. Voilà, donc il y aura sûrement, vous aurez à affiner à l'intérieur. C'est ça qui va peut-être vous poser le plus de contraintes. Mais attention, je dis bien, c'est possible. Donc dans ce cas-là, vous allez sur mon site et vous récupérez le tuto qui explique comment tout interfacer. Hein. Donc là, c'est le méga tuto full PC Soft que vous trouvez, hein, qui doit faire 180 pages, un truc comme ça. Et là, vous avez les points essentiels à vérifier. Alors les points essentiels, c'est les notions de droit. Surtout, quand vous aurez des problèmes, vous paniquez pas, vous venez ici et vous regardez les droits, là, les droits NTFS qui sont là. Et vous voyez, si je vais dans la propriété, si je vais au niveau sécurité, et en fait,
vous avez des utilisateurs, vous voyez le fameux utilisateur qui a été créé, voilà, les WebDev Admin, il faut vérifier les droits, en fait, voilà. Si vous avez des erreurs, c'est souvent les droits sur les dossiers, ou au niveau de la base de registre pour WebDev par lui-même. Voilà. Bon, bah écoutez, je m'en arrête là, je vais pas vous perturber plus que ça, vous avez vu, tout s'est super bien passé, ça marche sans problème. Le jour où vous avez les petits problèmes, bon ben voilà, on peut un petit peu les mettre dans le cambouis, mais l'effort ne sera pas, l'effort intellectuel ne sera pas déstabilisant. Voilà. Écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, vous n'oubliez pas de liker le truc, la vidéo, vous n'oubliez pas de mettre de vous abonner, tout ça. Ça fait toujours plaisir, un petit pouce, et puis mettez-moi un petit commentaire. Allez, je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à très bientôt.